Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Avant d'aborder le sujet, petite expérience personnelle, je viens non pas de me faire virer, mais je suis parti. J'ai quitté mon taf. J'ai quitté mon taf parce que j'ai estimé à un moment donné qu'il était suffisant d'accepter l'inacceptable, c'est-à-dire de voir des superviseurs et des assistants managers savoir qu'ils ont des éléments qui s'autorisent des comportements, qui s'autorisent des mots, qui s'autorisent des tons à l'encontre de gens, que quand parfois ça clash, ça fait des dramas, ils essaient de temporiser, mais en réalité ne résolvent pas les problèmes, et donc laissent ces gens avec une certaine impunité. Donc moi, cette impunité, non, je la trouve inacceptable. Et, euh, et donc ce matin, pour... alors, peu importe la raison du pourquoi, c'est tout simplement une assiette parce qu'il y avait un œuf scramble qui avait un steak dessus, mais que le steak il le fallait à part, donc on a retiré le steak. Mais il y avait de la sauce, il y avait du sang, et que le sang, attention, il ne faut surtout pas, machin. Oui, sauf que le problème, c'est que ce que tu ne veux pas qui arrive, forcément arrive. Donc, euh, donc cette personne s'est emportée. Alors, elle n'a pas été insultante, mais on sentait bien la nervosité, et pourtant le petit mot, elle a été lâché. Et là, j'ai dit non, non, non. Hors de question. Là, alors moi, comme je ne suis qu'un nouveau, je ne suis pas là depuis 13 ans comme cette personne. Alors, j'ai rien contre les transgenres, etc. Mais il se trouve que cette personne est une personne avec une personnalité de genre, euh, qui d'ailleurs peut-être est aussi la raison pour laquelle de temps en temps personne ne lui a dit depuis 13 ans de, de fermer sa gueule de temps en temps. Hein. Alors ça ne remet pas en question ses compétences, elle est très professionnelle, peut-être parfois un peu trop, très exigeante, etc. Mais il y a un moment donné où il faut relativiser, il faut savoir redescendre un petit peu. Donc là, moi j'ai dit, bah non, 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 c'est bon, moi j'ai pas envie d'être en balance avec ce genre de personnes, tout simplement parce que c'est la problématique que, alors il y a aux États-Unis, mais que je pense qu'il y a aussi en France. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont utiles, qui sont indispensables, parce que c'est des gens qui sont formés. C'est des gens qui ont des savoirs, c'est des gens qui ont des technicités. Et que malheureusement, ces gens, parmi eux, il y en a certains qui, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas se faire virer, bah, ils en profitent. Voire même, on leur donne parfois du grade, on leur donne des pouvoirs. Sauf que, vu les impératifs, vu les objectifs, vu la rentabilité, et vu la grande difficulté qu'ont ces entreprises aujourd'hui à trouver de la main-d'œuvre, et de la main-d'œuvre qui soit efficace, de la main-d'œuvre qui, avec le temps, euh, satisfait les besoins de productivité de l'entreprise, et ben aujourd'hui, ils viennent d'en perdre un. Parce que moi, personnellement, j'en ai rien à secouer. Je ne suis pas esclave. Demain, je peux retrouver un autre boulot. Là, d'ailleurs, je pense que demain, je vais retrouver un autre boulot demain. Ça, c'est l'avantage aux États-Unis. Ah, voilà, c'est l'avantage aux États-Unis. Mais c'est devenu aussi l'avantage de beaucoup de secteurs d'activité qui n'ont pas compris que les gens formés, il faut faire en sorte de les garder. Sauf que si on les lâche en pâture à des caractériels, à des personnalités fortes, ou à des gens qui, de temps en temps, ne savent pas un petit peu redescendre, suivant les contextes de pression, parce que ça, oui, aussi, le problème, c'est qu'il y a des gens qui se mettent la pression pour rien. Je veux dire, la logistique, les technicités, il y a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Mais il y a des gens qui foutent le bordel, qui foutent la merde, parce qu'ils se foutent la pression eux-mêmes. Donc comme ils se foutent la pression, ils s'énervent. Alors des fois, ils ne s'énervent pas contre eux-mêmes, ils s'énervent contre celui qui évidemment commet la petite erreur, mais la petite erreur qui est l'erreur de trop pour eux. Et c'est encore plus vrai, et ça, dans la restauration en France, c'est exactement le même problème, c'est que nous avons des gens qui fument. Ce sont des gens, alors j'en ai déjà fait une vidéo, mais moi je peux vous dire qu'il y en a, les 2 tiers, qui ne peuvent pas bosser 1 heure et demie, 2 heures, sans qu'au bout de 2 heures, tu sens bien qu'ils sont en manque, qui commencent à s'énerver. Quand on est en manque, il y a un moment donné, on ne peut plus se concentrer. Comment on peut plus se concentrer
on s'énerve. Sauf quand on s'énerve, l'énervement, à un moment donné, vous finissez par avoir un ton, un mot plus haut que l'autre sur vos collègues. Donc voilà, c'était une aventure intéressante. Le sujet, on a vu Harrison Ford. Alors pour ceux qui découvrent ma chaîne, qui ne connaissent pas, j'ai déjà vu, rencontré très brièvement Harrison Ford. C'est un monsieur qui est un très grand monsieur, qui est assez, on va dire, humble. Je ne veux pas dire sage, mais humble, voire même très timide, des fois. Et Harrison Ford, donc, qui était à Cannes pour la projection du dernier Indiana Jones, recevoir sa palme d'honneur. Mais il est passé, je ne sais plus sur quelle chaîne, comme ça. Et il a eu un discours qui évidemment plaît énormément aux écologistes. Sauf que son discours, si vous l'écoutez bien, c'est le discours qu'on entend très souvent aux États-Unis, c'est-à-dire un discours extrêmement complaisant, extrêmement structuré, qui utilise des syntaxes, qui utilise des narratifs qui vont chercher l'émotionnel, évidemment, des gens sur les thématiques, sur les sujets. Donc c'est très hollywoodien. Bon, sauf que le problème, c'est que Harrison Ford, on va dire que ça soit l'écologiste profond. C'est quand même le mec qui a une passion qui s'appelle les avions. Et on peut dire que les avions, c'est pas ce qu'il y a de plus écologique. Surtout quand c'est de l'aviation de loisir. Mais évidemment, voilà, c'est Harrison Ford, la grande star américaine. C'est amusant de voir les joutes sur les réseaux sociaux à ce propos, parce que, évidemment, il y en a beaucoup qui décontextualisent complètement, qui décontextualisent le personnage, qui décontextualisent la situation, qui décontextualisent aussi le propos, la sémantique utilisée, qui est une sémantique absolument très consensuelle, très américaine, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, etc. etc. Donc, c'est quelque chose qui, à mon sens, n'est pas un exemple. Malheureusement, beaucoup de gens l'utilisent pour dire, voyez, regardez, Harrison Ford, il a dit ça, comme quoi, vous voyez, il y a une responsabilité, etc. Oui, mais c'est Harrison Ford, c'est un acteur, c'est pas scientifique. Je dirais même, c'est encore moins un acteur engagé, pas comme, par exemple, des gens comme Sting, ou des gens, j'ai pas de nom en tête, mais vous avez des personnalités qui sont connues pour Robert De Niro, par exemple, qui est très très tôt, qui s'est engagé dans une association pour des enfants malades, des trucs comme ça. Donc c'est de notoriété publique. Mais Harrison Ford, oui, avec sa stature, avec son nom international, oui, mais le mec, il n'est pas particulièrement engagé. Il fait bonne figure. Il est une vitrine. Mais c'est une vitrine. Juste une vitrine. C'est comme quand on va aller chercher en France des stars pour leur faire du sentimentalisme sur certains sujets. Je pense à Marion Cotillard, par exemple. Marion Cotillard qui s'est souvent excellée sur des plateaux de radio, de télé, pour nous faire sensibiliser sur l'écologie et tout le tralala, alors qu'elle et son copain Guillaume Canet se tapent quand même des vacances sur des yachts qui sont quand même des gros consommateurs de carbone. Donc du coup, c'est sûr que ça décrédibilise complètement même certaines stars qui sont dans cet état d'esprit d'essayer de sensibiliser de par leur notoriété en disant faites ce que je dis. Bon, par contre, ne faites pas ce que je fais. Ce que je fais, c'est du domaine privé. Et d'ailleurs, Harrison Ford n'est pas rentré aux États-Unis avec un jet, ou n'est pas rentré aux États-Unis, pardon, sur une first class d'une ligne ou d'une compagnie aérienne régulière. Il est rentré avec un jet privé. Donc ça rajoute encore cette question de se dire, mais tout ce qu'on nous vend aujourd'hui en matière d'écologie, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas l'intention de se foutre de notre gueule ?
Toi, petit gueux, c'est toi qu'on va obliger de respecter des règles. Toi, petit gueux, c'est toi à qui on va interdire, c'est à toi qu'on va taxer, c'est à toi qu'on va peut-être aussi supprimer certaines libertés parce que tu n'es pas responsable, tu n'es pas dans la mesure, tu es un hyperconsommateur. Donc on est obligé à un moment donné de te limiter dans l'accès de tes loisirs, dans ta consommation, de te limiter dans ta production de CO2. Bon, par contre, production de CO2, surtout quand il y a un festival comme Cannes, ou quand vous avez des parcs d'attractions. Là, le CO2, on en parle un peu moins. Bah oui, comme les croisières, c'est pareil. Tout le monde sait que ces gros paquebots sont hyper polluants. Mais comme ça draine quand même des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires pour les compagnies, détournez-moi le regard de cette activité. Allez plutôt essayer de sensibiliser les gens sur le fait qu'il va y avoir une grosse sécheresse, qu'il va falloir réguler l'eau, restreindre l'eau. Et puis comme il y en a certains, on sait que ils ne sont pas très matures. Donc à un moment donné, on va commencer à réfléchir à les contrôler, à les mettre sous contrôle. Alors quand je dis mettre sous contrôle, c'est tout d'un coup quand il va y avoir un débit d'eau très important qui dépasse la consommation moyenne journalière, hop hop hop, bonjour, nous sommes le service de répression des fraudes. Il semblerait que nous ayons besoin de savoir pourquoi tel jour vous avez consommé plus de mètres cubes que la moyenne générale. Ben parce que j'ai une piscine. Mais vous savez que normalement vous n'aviez pas le droit de remplir votre piscine. Vous êtes un criminel. Vous êtes un réfractaire. Donc à un moment donné, il va falloir légiférer. Et légiférer, c'est-à-dire tous les gens un peu gueux, un peu idiots, un peu stupides, un peu arrivistes, ces gens-là, on va les mettre sous tutelle. On va leur interdire de posséder une maison. On va leur interdire de posséder une voiture. On va leur dire, louer. Évidemment, louer, je peux vous dire que les sociétés de location se frottaient les mains. Puisqu'en sachant que si demain on légifère pour interdire certaines catégories de gens d'acheter des maisons, d'être propriétaires, parce qu'on les estime faisant partie d'une catégorie sociale qui ne sont pas responsables, ou ce sont des irresponsables, ou des immatures, il y en a, hein, soyons honnêtes, hein, je pense qu'on en connaît tous. Oui, sauf que le problème, c'est que si on commence à légiférer sur ce genre de choses, où est la légalité? Où est la liberté? Il n'y en a pas. Il n'y en aura plus. Avec l'automatisation, la digitalisation, etc., les écologistes de salon sont en train de faire du lobbying pour intégrer le pass carbone. Je rappelle, en 2024, vous allez avoir votre permis de conduire digital. Et puis, il y a d'autres projets. Il y a la carte d'identité digitale. Il y a le passeport digital. Vous avez le porte-monnaie européen digital. Donc à un moment donné, vous savez, c'est un peu comme le lierre qui va venir par s'accrocher sur le mur et qui va continuer à grimper, jusqu'à un moment donné, va finir par joindre les deux bouts et se dire pourquoi s'emmerder à avoir plusieurs outils digitaux quand on peut tout regrouper en un. Meilleur contrôle. Ah oui, meilleur contrôle, puisque si un jour vous êtes réfractaire, si un jour un drone avec un système de reconnaissance faciale vous identifie dans une manifestation interdite, eh bien l'autorité sera en droit de vous dire vous pouvez nous expliquer et justifier pourquoi vous étiez dans cette manifestation interdite. Car à partir du moment où vous êtes dans cette manifestation interdite, nous vous considérons comme un réfractaire. Et vous savez que réfractaire, vous pouvez être considéré comme un séditieux qui dépendra d'un texte de loi qui a été voté il y a quelques années, et que dans ce cas-là, nous avons le pouvoir et le droit de promulguer des sanctions. Et là, tout d'un coup, vous allez me dire, mais le droit de manifester... Ah, mais oui, il y a un droit de manifester, oui. Je vous l'ai déjà montré, le texte. Sauf qu'évidemment, tout le monde vous montre que le premier paragraphe.
Bon, évidemment, avec le soleil, la batterie m'a encore un petit peu fait défaut. Et du coup, je ne sais même plus où j'en étais. Enfin, si je savais de quoi je parlais, du sujet. De Ford, des écolos, des propos écologistes. Et plus largement, de ces propos que nous entendons de la bouche de certaines personnes, dont j'avais d'ailleurs déjà expliqué dans une vidéo que le narratif était de plus en plus infantilisant. Et pour ceux qui ont une bonne maîtrise de l'anglais, je vous invite à écouter des discours politiques au Capitole. Vous allez halluciner. Ne serait-ce que même Kamala Harris, par exemple. Kamala Harris, quand vous écoutez ce qu'elle dit, si vous comprenez l'anglais, vous allez vous dire, même à un moment donné, vous allez vous dire, est-ce que j'ai bien compris ce qu'elle a dit? Oui, vous avez bien compris ce qu'elle a dit, parce que ce qu'elle a dit, c'est comme si elle s'adressait à des gamins de 5 ans. Et c'est vice-présidente des États-Unis. Comme Biden, pareil. Aujourd'hui, Biden, vous avez des Américains qui n'osent même plus relever ce qu'il dit, parce que... Et le problème, vous savez que, en règle générale, les gens, quand ils se rendent compte qu'ils ne savent plus trop où ça va, ils ne savent plus trop vers quoi on va, hein, on a vu Zelensky débouler à Hiroshima, ou d'ailleurs le G7, on sent la panique quand même, hein. On sent bien qu'ils se rendent compte que là, ça commence à partir en vrille, qu'ils commencent à perdre le contrôle. Mais on a Zelensky qui est allé aussi à Meda, je crois, à la réunion de la Ligue arabe, avec l'avion présidentiel français. Oui, pour des raisons de sécurité, Macron lui a prêté son avion pour aller faire une tournée des popotes, surtout en Afrique. Alors ça, évidemment, hein, on l'a vu sur Internet, on a vu la photo, évidemment, vous avez tout de suite des gens qui vous ont expliqué oui, les pro-Poutine, fermez vos gueules, après tout, c'est une fierté que la France puisse faire le transport de Zelensky en toute sécurité, bien sûr, aux frais du contribuable quand même. Sauf que aucun média ne vous a dit qu'il y a une personnalité qui a été reçue en grande pompe lors de cette réunion de la Ligue arabe. C'est Bachar al-Assad, le président syrien, pour réconforter les relations entre le monde arabe sunnite, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Sultanat d'Oman, avec la Syrie. C'est quand même pas rien. On en avait parlé, hein, puisqu'il y avait déjà une visite du ministre de l'Intérieur saoudien dans la capitale syrienne, hein, dont le nom m'échappe. Ça, c'est important. Ça, c'est une nouvelle de géopolitique. Mais non. Et d'ailleurs, on attend toujours la grande offensive. Là, on a Bakhmout qui est finalement tombé entre les mains des Russes. Mais on va vous dire, oui, mais bon, quand même, les Russes, ils ont des grosses pertes. Bah oui, comme dans toute guerre. Vous imaginez les officiers allemands pour annoncer à Hitler qu'ils ont perdu Stalingrad, mais pour rassurer à Hitler, ils disent, oui, vous savez, mon Führer, les Russes, ils ont perdu énormément d'hommes. Donc, on a peut-être perdu Stalingrad, mais au moins, il y a de grosses pertes du côté de l'ennemi. Ouais, mais t'as quand même perdu un territoire. C'est ça, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. Ce qui les emmerde, c'est de voir la guerre en Ukraine s'éterniser. Alors oui, on va fournir encore du matériel. Oui, il y a eu, je ne sais plus, 500 millions de munitions qui sont parties en fumée. Mais voilà, c'est... Le narratif est en train de partir dans tous les sens pour refuser d'admettre que ce conflit va s'enliser. Que de toute façon, Poutine, il a tout intérêt à enliser le conflit. Mais ça, malheureusement, les Occidentaux, ils ne peuvent pas se le permettre, parce que ça risque de coûter très très cher.
Donc, on n'en a pas fini d'en entendre des pas mûrs. Et qu'évidemment, quand vous avez des stars comme Ford qui sont utilisées pour aller vanter la religion d'écologistes de salon sur un plateau d'un journal télévisé, bah on est quand même descendu bien bas, surtout qu'en plus, c'est Harrison Ford. Je vous l'ai dit, c'est pas une référence. On peut s'en demander son avis à des gens, mais attention, le discours que va avoir un Américain, ça va toujours être un discours très consensuel, très complaisant, mais qu'à la limite, il pense pas ce qu'il dit. Et malheureusement en France, vous avez beaucoup de stars, vous avez beaucoup de célébrités qui sont dans cet état d'esprit. On les a vus d'ailleurs pendant le Covid. Faire une petite vidéo dans leur maison de campagne, dans leur jardin, en disant oui, soyez tous forts, on est tous avec vous. Surtout pour ceux qui vivent dans des appartements de 65 mètres carrés, dans des cages à lapins. Mais bon, soignons-nous, vaccinons-nous. Alors je vais pas revenir sur les infos d'ailleurs, sur les vaccins. Oui, parce qu'en Grande-Bretagne, là, ils sont en train de se poser des questions. Mais comment ça se fait qu'on a un taux de mortalité beaucoup plus élevé que la moyenne aux États-Unis, alors j'en parle même pas, parce qu'aux États-Unis, là on sent bien qu'il y a des procès qui risquent de tomber. Et je ne sais plus dans quel autre pays, je ne sais plus si c'est l'Irlande ou la Suède, où là ils ont fait 2 pas en arrière sur le covidisme. Mais voilà, vous avez la fille de Raoul qui a été dû être payée 15 ou 20 000 euros pour faire un entretien à charge de son père. Bah oui, mais ça, le problème, c'est que vous en trouverez toujours des enfants de célébrités qui ont des relations très conflictuelles avec leurs parents. Alors, à savoir lequel a tort ou a raison, de toute façon, on ne le saura jamais, mais les médias savent très bien instrumentaliser la chose quand il s'agit d'en balancer de la merde dans la gueule de ceux qu'il faut absolument démolir. J'ai envie de dire, est-ce que le fait que sa fille et lui-même ne s'entendent pas, est-ce que ça change quelque chose à sa compétence et son expérience, à sa carrière? Non. La virgule, on s'en branle, c'est sa vie privée. Gère des relations difficiles, conflictuelles avec des parents et des enfants, il y en a beaucoup. Sauf qu'évidemment, quand les parents sont connus, les parents, on a besoin de les discréditer un petit peu, de leur balancer de la merde dans la gueule, etc. C'est toujours facile d'aller trouver les enfants avec qui ils sont en conflit depuis des années, leur graisser l'appart à coût de quelques dizaines de milliers d'euros pour faire une interview exclusive. Et vas-y, je balance. Sauf qu'évidemment, les crétins qui disent ça, ils disent bah, vous voyez, on avait raison de dire que Raoul, il n'est pas fréquentable. Oui, bah, c'est les mêmes qui sont en train de dire que c'est inadmissible d'avoir fait un portrait de Macron avec un 49.3 en guise de moustache hitlérienne. Mais par contre, ça ne dérange pas que l'autre, dont le nom m'échappe, qui vient de perdre son émission sur France Inter, qui est celle-là même qui avait fait une moustache hitlérienne sur Zemmour, là par contre c'est de l'humour. C'est pas condamnable. Enfin bon, de toute façon, vous avez beau regarder quelques domaines que ce soit, ça part en couille de partout. Alors non seulement ça part en couille de partout, mais en plus de ça, on sent bien qu'en face, ça commence à être rageux. Ça commence à vouloir essayer de se tirer la couverture de la vertu, de la vérité, voire même faire du lobbying pour pousser le législateur, pour inciter le législateur à leur donner des outils, à leur donner des leviers contre la parole libre, contre la dissidence, contre l'opposition. Mais ça ne dure qu'un temps. Parce que le réel que les gens sont en train de voir à droite à gauche, ce même réel qu'ils voyaient dans les journaux télévisés, dans les films, à la radio, dans la bouche de certains politiciens, qui se disaient oui mais enfin là ils sont en train de mettre de l'huile sur le feu, ils sont en train d'attiser les haines, etc. Et puis le jour où la petite place où vous aviez l'habitude de traverser pour aller à votre boulangerie, vous allez avoir tout d'un coup une bonne femme qui est en train de se faire violer, se faire violenter par 3 individus dont on pourra tout de suite deviner un petit peu l'origine.
Oui, mais attention, l'extrême droite, statistiquement, l'extrême droite est plus virulente et plus violente que l'extrême gauche. Bah oui, parce qu'il y a une statistique européenne qui vous le dit. Il y a eu 29 crimes émanant de groupes d'extrême droite depuis 2017, 3 imputés à l'extrême gauche. Oui, sauf que l'extrême gauche, bah, rien que dans les manifs, les antifas, etc., où sont les plaintes? Où sont les dossiers? Où sont les enquêtes? Ah, par contre, alors là, dès que vous avez un bar, réputation souverain, populiste, qui refuse des personnes parce qu'elles ont une réputation de foutre le bordel, de ne pas tenir l'alcool, etc. Ah là, tout de suite, ça y est, on fait de l'affaire. Et là, on fait de la condamnation. Parce que oui, un bar qui est condamné pour discrimination, s'il est estampillé d'extrême droite, eh bien, il fait partie des 29 crimes. Ou le taré, le cinglé, le désaxé, l'abruti, qui va avoir tapé son voisin, ou qui va avoir cogné un arabe, ou je ne sais quoi, ou un noir, mais dont on sait que le mec c'est un débile, c'est un mec qui a pu toute sa tête, mais non, extrême droite. Bah oui, vous comprenez, on a retrouvé un Mein Kampf chez lui, donc extrême droite. En revanche, pour l'extrême gauche, non, alors faut essayer d'éloigner tous les liens, les accointances avec des militantismes, des soutiens politiques liés à la gauche, l'extrême gauche, etc. Et finalement, c'est des condamnations d'individus sans connotation politique. Donc évidemment, quand l'Europe vous fait une statistique, elle ne trouve que 3 condamnations liées à des mouvements d'extrême gauche. On ne juge pas l'individu, on juge l'appartenance politique. Alors ça fonctionne d'un côté, mais ça ne fonctionne pas de l'autre. Enfin voilà. C'est pas de la bonne nouvelle tout ça. Ça s'arrange pas. Donc d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, et que je pense que d'ici là j'aurai retrouvé un boulot, que puis-je vous souhaiter d'autre? De bien vous porter.